Lutte contre la vie chère, comment rebattre enfin les cartes des économies ultramarines? La phrase n'est pas de moi mais de Christophe Girardier, auteur de plusieurs rapports sur le marché de la distribution de détail en Outre-mer. Trop souvent, et on va en parler avec lui ce matin, le débat sur les écarts de prix entre l'Hexagone et les Outre-mer n'aborde que l'écume du problème, octroi de mer et TVA en tête. Rien ne changera, dit-il, tant que le législateur ne s'attaquera pas de front à des questions fondamentales et qui structurent les économies ultramarines depuis des décennies, à savoir la persistance d'un système d'économie de comptoir issu de la colonisation, concentration des marchés, marge arrière, structure conglomérale des groupes. Toutes ces dimensions du phénomène de la vie chère sont à comprendre pour prendre enfin des décisions impactantes. Christophe Girardier, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de cet important et complexe sujet qui est la vie chère. Je le disais, vous avez en tant que président d'un cabinet de consulting qui s'appelle le cabinet Bologna-Octet Consulting. Vous avez donc écrit plusieurs rapports sur le sujet. En novembre dernier, il y a la délégation sénatoriale aux Outre-mer qui vous a aussi auditionné, mais vous l'aviez été aussi par le passé d'ailleurs interrogé par l'Assemblée nationale et le CESE. J'aimerais qu'on aborde un petit peu le sujet dans l'ordre, Christophe Girardier, pour comprendre votre position et votre analyse sur la question de la vie chère. Déjà, cette phrase sur laquelle je suis tombé et que vous avez prononcée, la République n'a pas libéré le pouvoir économique des territoires anciennement esclavagisés. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que ce que vous dites, c'est que les vraies causes de la vie chère sont d'abord et avant tout à trouver dans les systèmes d'économie de comptoir issus de l'histoire qu'on connaît. Est-ce que vous pourriez déjà revenir sur ce point-là, sur la raison structurelle finalement de la vie chère? Alors en fait, la phrase que j'ai prononcée, c'était une phrase que j'ai prononcée dans ma déclaration qu'on appelle liminaire à l'audition au Sénat, où j'expliquais que la République a mis fin à l'esclavage, elle a rendu la liberté aux esclaves, n'est-ce pas? Oui. Mais non seulement elle n'a pas rendu à certains de ces esclaves leurs terres ou le pouvoir économique qu'ils détenaient pour certains d'entre eux, mais aussi et surtout, la République a à ce moment-là indemnisé les esclavagistes, qui à l'époque réclamaient d'être indemnisés pour la fin de l'esclavage, parce que pour eux, il y avait un préjudice. Et dans les problématiques de vie chère, et notamment liées à la concentration d'ailleurs, c'est-à-dire le fait d'avoir certains acteurs qui ont une part de marché extrêmement importante au détriment des autres, tout ça vient beaucoup de cette histoire. C'est-à-dire que dans certains départements, pas tous, je pense notamment à la Martinique, je pense à la Réunion, ceux-là même les groupes qui aujourd'hui détiennent des parts de marché très importantes, sont souvent, pas toujours, mais souvent, ces groupes qui viennent de cette époque. En Martinique, on appelle ça les groupes béquets, c'est-à-dire les anciens Européens qui sont venus dans ces territoires et qui exploitaient un certain nombre de plantations ou autres, activités agricoles, et qui sont ceux-là même qui étaient des esclavagistes et qui ont bénéficié de cette indemnisation. Donc, dans certains territoires, effectivement, la concentration vient aussi de l'histoire de l'esclavage de la colonisation. Ou de la colonisation. Et du coup, je pense que c'est quand même important de l'expliquer ou de réexpliquer ce que c'est une économie de comptoir. Donc un système dans lequel un petit nombre d'acteurs économiques contrôlent les trois grands circuits, on va dire. Donc d'abord les circuits d'importation, donc comment les produits arrivent dans les territoires. Ensuite les circuits de distribution, donc le passage des produits depuis le port jusqu'au commerce. Et enfin les circuits de commerce, donc là directement les magasins et les enseignes. Quand il y a peu d'acteurs qui ont la main sur ces trois points-là, en fait, ça verrouille la concurrence, Christophe Girardier. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors l'économie de comptoir, ça décrivait la structure économique de ces territoires, notamment les territoires insulaires, ce qui n'est pas le cas de la Guyane. Mais la Guyane devrait avoir plus d'échanges avec l'Amérique du Sud. Il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup d'importations. Mais dans les territoires insulaires, l'économie de comptoir consistait à on parlait de la Compagnie des Indes, qui globalement avait une structure totalement monopolistique où tout ce qui venait du port, contrôlé par ces mêmes sociétés, évidemment, faisait que toutes les denrées qui venaient de l'extérieur étaient contrôlées par quelques-uns ou ces sociétés. Et moi, ce que je dis, c'est que quand on regarde l'outre-mer et qu'on essaye de se pencher sur la question de la vie chère,
Si on en reste à ce que j'appelle l'écume des vagues, c'est le cas de le dire pour les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire ce que disent la plupart des acteurs, en particulier les distributeurs, qui ont expliqué aux sénateurs, aux parlementaires, mais c'est la faute de l'éloignement, ce qu'on appelle les frais d'approche, c'est-à-dire le transport, la fiscalité, l'octroi de mer ou autre, et on a coutume de dire c'est ça la cause principale de la vie chère en outre-mer. Et moi j'explique que ce n'est pas le cas du tout. Je ne dis pas que l'éloignement n'y contribue pas, mais de façon très minoritaire. En moyenne, les frais d'approche, si on cumule tout cela, ça représente en moyenne de 7 à 10% du prix d'un produit. Mais quand on voit les différentiels de prix qu'on voit d'un territoire avec la métropole, on arrive à 36, 37, 40%. Les frais d'approche ne sauraient à eux seuls expliquer la cause de la chère. La cause, on va la trouver dans la concentration des marchés, c'est-à-dire certains groupes qui totalisent des parts de marché considérables, 30, 40, plus que ça parfois, de plusieurs secteurs, avec en plus un phénomène sur lequel je pourrais revenir, qui est la structure conglomérale. Un conglomérat, c'est quelqu'un qui est présent non seulement dans la distribution, mais également dans l'industrie, en amont et en aval d'un marché. Donc tout ça, c'est ça les vraies causes. Pour continuer un petit peu la discussion, on va dire, sur les origines historiques de la vie chère, un élément que j'aime bien rappeler, c'est que la première manifestation contre la vie chère, c'était aux Antilles en 1910. Ça fait plus d'un siècle qu'on parle de ce sujet-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Girardier, non seulement sur les raisons, mais aussi sur sur le débat, et vous avez commencé un petit peu le dire, le débat, la manière avec laquelle on parle de sujets, les mêmes arguments qui reviennent tout le temps, en oubliant en fait que ça ne vient pas de nulle part et qu'il y a des raisons profondes, historiques et structurelles en fait à ce phénomène-là. Écoutez, je vous dirais, excellente question, parce que vous avez raison, ça remonte à très loin, et ce qui est un peu désespérant, pour être clair, bon, moi j'ai travaillé sur ces sujets depuis 4-5 ans, et ce que vous expliquez dans l'histoire montre bien que ces problématiques que rencontrent nos compatriotes ultramarins sont des causes structurelles et qui ne sauraient être réduits à ces problèmes de frais d'approche. Et donc, ce qui est désespérant, c'est que, en gros, on va dire, la France ne s'est pas suffisamment penchée sur ces causes structurelles qui, encore une fois, sont dans la persistance de cette économie de type comptoir, héritée de l'époque de l'esclavage ou plutôt de la colonisation, et que tant qu'on n'agira pas sur ces causes que des collectifs citoyens avaient d'ores et déjà soulevé, et vous venez de le dire, mais il y a eu d'autres. Les mouvements, il y en a eu aux Antilles, en Guadeloupe, et ça remonte à 10, 15, 20 ans. Et lorsqu'on constate les mouvements en Martinique qui datent de novembre dernier, on a le sentiment qu'on revient toujours aux mêmes choses. Alors moi, la différence, c'est que je suis arrivé de façon assez objective, je crois, pour répondre aux questions des OPMR, des observateurs des prix et des marges à La Réunion et à Mayotte. Oui. Et j'ai démontré, c'est pas une conviction, j'ai démontré de façon économique que c'est bien la concentration, les conglomérats, donc un modèle économique qui est à l'origine. Et c'est ça qu'il faut changer. Et si le législateur ne se saisit pas de ça, rien ne changera. Christophe Girardier, est-ce que d'après ce que vous avez constaté, il y a un véritable modèle outre-mer avec des mêmes situations dans tous les territoires? On est nous en Guyane, on sait bien par exemple qu'un groupe comme GBH n'est pas présent de la même manière ici en Guyane qu'en Martinique ou à La Réunion. Est-ce qu'il y a, encore une fois, un modèle économique qui est quasiment le même en fait d'un territoire à un autre? Oui, absolument. Et si vous prenez l'exemple du groupe GBH, il est intéressant parce que on peut considérer que dans les Outre-mer, le groupe GBH joue un rôle central de concentration entre une même main, et je vais vous illustrer pourquoi, de concentration pas simplement d'un secteur, celui de la distribution, mais de toute l'économie tout entière d'un certain nombre de territoires. Donc pour vous donner quelques chiffres, le groupe GBH, qui n'a jamais communiqué ses comptes, et moi je l'avais interrogé à plusieurs reprises, donc j'ai dû estimer ses chiffres d'affaires, puisqu'il ne les communiquait pas, comme bien d'autres acteurs d'ailleurs en Outre-mer. Et comme vous le savez, il a été contraint de le faire par un jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France qui lui a imposé de dévoiler ses comptes consolidés à la demande d'un collectif de citoyens martiniquais. Donc très courageux de leur part. Et donc quand on lit ces comptes, je vous donne 3 chiffres qui vous donneront une idée. Oui. Le groupe Ayotte totalise en 2023 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On pourrait dire, c'est pas tant que ça. Si, quand on se rend compte que 80-95% de ce chiffre d'affaires est fait dans les Outre-mer, qui sont des territoires à la fois fragiles et dans lesquels on va trouver
la part de concitoyens sous le seuil de pauvreté est importante. Ouais. Et ce groupe est ce qu'on appelle l'exemple typique d'un groupe congloméral à structure dominante. C'est un groupe qui est présent dans la distribution généraliste. Il est présent dans quasiment tous les départements, y compris la Guyane française. Il est présent à la fois dans la distribution, donc avec l'enseigne Carrefour, mais il est présent également dans l'industrie, que ce soit la banane, que ce soit le rhum, que ce soit même les yaourts. Il y a des usines de yaourts à La Réunion. Mais en plus de ça, c'est un acteur qui est présent dans le bricolage, dans le sport, avec l'enseigne Décathlon, Monsieur Bricolage, mais également l'entretien des voitures, la vente de pneus, la vente de camions, la location de voitures, la vente de voitures. Tout ça, ça fait beaucoup. Et si j'avais fait ça pour La Réunion, voilà un groupe qui, si on prend tous les achats courants des Réunionnais, contrôle à peu près entre 45 à 50% des achats. On a ça dans beaucoup de territoires. Oui, avec une présence en amont et en aval des marchés, en fait. Et c'est ça le verrouillage du marché, c'est ça l'économie de comptoir. Et alors, c'est d'autant plus désespérant que le groupe Ayotte à La Réunion et à Mayotte n'avait qu'une part de marché que de l'ordre de 15 ou 17% dans la distribution généraliste. Il y a eu une très grosse opération où le groupe Ayotte a racheté le numéro 1 de la distribution à La Réunion, qui s'appelle Vindelia, et contre toute attente, et alors même que j'avais fait un rapport qui expliquait qu'il ne fallait pas autoriser cette fusion parce qu'elle donnerait un pouvoir de marché trop important, eh bien malheureusement cette opération a été, autorisée par l'autorité de la concurrence, faisant que le groupe Ayotte a encore accru son pouvoir de marché, mais pas simplement à La Réunion, dans tous les territoires. Je vais vous donner un autre chiffre qui vous parlera. Si vous regardez en métropole, le marché de la distribution généraliste, quel est le premier acteur? C'est le groupe Leclerc. Quelle est sa part de marché? Elle est de l'ordre de 20%, 22%. À La Réunion et à Mayotte, ainsi qu'aux Antilles, la part de marché du groupe GBH dans la distribution généraliste, c'est plutôt proche de 40%. Vous voyez? Mais s'il n'y avait que ce secteur, 5 milliards, c'est à peu près la moitié du PIB de la Martinique, pour vous donner une idée, ce qui est considérable. Donc, évidemment, quand vous avez ces structures, ça laisse peu de place au développement de l'économie locale, c'est-à-dire les acteurs locaux. Et c'est d'autant plus dommageable que si vous regardez l'histoire, ces départements sont en général des départements qui ont connu une grande dynamique démographique et économique. Est-ce qu'elle a profité aux populations? La réponse est hélas non. Ouais, puisque vous parlez de grande surface, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail, puisque vous avez dans vos différents rapports et prises de parole fait plusieurs recommandations déjà, et c'est ce que vous dites, le modèle de la grande distribution qui a été calqué selon vous sur le modèle métropolitain. En quoi ça pose problème exactement selon vous déjà sur la taille des grandes surfaces en fait? Eh bien, pour une raison assez simple, et c'est le cas aussi en Guyane. Le modèle des grandes surfaces qui est né dans les années 60 en métropole, en gros, c'est le fait de mettre une énorme surface, l'émergence des hypermarchés, ce sont des grandes, voire des très grandes surfaces, on est allé jusqu'à 10, 15 000 mètres carrés, c'est considérable. Alors, quand vous mettez un mastodonte comme ça quelque part, vous avez en général pas le même mastodonte juste en face qui permet aux consommateurs d'aller fréquenter l'un ou l'autre. D'accord. Quand vous êtes sur Internet, vous avez le choix entre plusieurs opérateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre et celui qui gagne est en général le plus attractif. Oui. Mais quand vous êtes dans une économie structurée autour des grandes surfaces, quand vous êtes près d'une grande surface qui se trouve être Carrefour, vous allez difficilement avoir Leclerc juste en face. Le modèle économique des grandes surfaces est à lui seul un modèle concentrateur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ça, c'est la première chose. Et donc ces modèles gigantesques ont complètement déstructuré les économies locales de ces départements. Vous voyez, par exemple, le commerce de proximité est très affaibli dans tous ces départements, y compris en Guyane. Donc, on a calqué ce modèle qui, par essence, les grandes surfaces, c'est un modèle concentrateur. Et donc, quand les maires donnent une autorisation d'une très grande surface dans un petit département, évidemment, par voie de fait, l'acteur qui bénéficie de cette autorisation va avoir déjà une part de marché majoritaire. Donc, ce modèle a fait qu'on a calqué sur des territoires qui avaient leur culture, qui ont leur spécificité, un modèle qui, évidemment, a renforcé ce principe de l'économie de comptoir. Et c'est bien cela qui pose problème. C'est la raison pour laquelle, parmi les suggestions que je fais aux parlementaires, je leur dis, il faut maintenant
réduire la taille des grandes surfaces. Alors, il y en a déjà beaucoup, et je propose non seulement de ne plus autoriser la création de surfaces supérieures à 1500 mètres carrés, ce qui obligerait à avoir plusieurs acteurs, n'est-ce pas, Oui. au même endroit, et de taxer les très grandes surfaces au profit de l'émergence d'autres formes de commerce qui développeraient le pluralisme concurrentiel. Oui, interdire du coup les grandes surfaces en outre-mer de plus de 1500, entre 1500 et 2000 mètres carrés pour avoir plusieurs acteurs et pas un seul grand magasin en fait qui monopolise tout le marché. Oui, parce qu'il y a un autre phénomène que je voulais préciser, qui illustrera ce que je disais, c'est que souvent, vous avez un hypermarché autour duquel il y a une galerie commerçante, autour duquel il y a d'autres acteurs. Si vous regardez le cas de La Réunion ou des Antilles, vous avez l'hypermarché Carrefour, vous avez en face le Décathlon, juste à côté le Monsieur Bricolage, le centre auto, la vente de voitures, la vente de... Et tout ça appartient au même acteur. Il y a une sorte d'assèchement des zones de chalandise au profit du même acteur qui non seulement possède les terrains, donc le foncier, les enseigne, et donc, par voie de fait, j'ai appelé ça le phénomène de trou noir. Vous savez, comme en astronomie, un trou noir, c'est une planète dont la densité est tellement grande qu'elle absorbe jusqu'à la lumière. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe. Et donc, cette concentration conglomérale aboutit à ce que l'on voit aujourd'hui. Ouais, l'idée c'est vraiment de limiter en fait la part de marché aux acteurs, qu'on se retrouve pas avec un énorme groupe qui possède tout. Vous êtes, je crois, favorable à ce qu'on limite la part de marché des acteurs à 25% au chiffre d'affaires dans n'importe quel secteur. Pourquoi 25%, Christophe Girardier? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne faut pas que deux acteurs à eux seuls possèdent plus de 50% du marché. Parce que c'est là que les choses commencent. Si vous voulez, le pouvoir de marché. Vous voyez, par exemple, le groupe GBH a entre 39 et 40% de part de marché. À La Réunion, à la Martinique, c'est à peu près 45, voire peut-être plus. Bon, quand vous avez ça, mais qu'en plus de ça, vous êtes présent dans le bricolage, dans le sport, dans les centres, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devenez de fait le premier importateur. Et donc, c'est des milliers de containers que vous gérez au sein d'un territoire. Et donc, évidemment, vous allez avoir un pouvoir de marché qui va vous permettre d'avoir des conditions bien plus favorables que vos concurrents sur le transport, mais sur bien d'autres aspects. Et donc, une domination sur un secteur renforcée par une structure conglomérale va vous mettre en situation d'avoir un pouvoir de marché tel que vous contrôlez ou verrouillez ce que vous voulez. Et donc, le fait de limiter à 25%, je propose deux choses. La limite des parts de marché à 25%, mais aussi et surtout l'impossibilité des structures conglomérales. C'est-à-dire qu'un acteur ne peut pas être présent en amont et en aval d'un marché pour les départements d'outre-mer, parce qu'on crée de fait une structure conglomérale et une structure concentrée. Et donc, cette mesure va permettre de redistribuer les cartes, parce que si cette mesure, et c'est pour ça qu'il faut du courage politique et voter, eh bien, les acteurs comme GBH qui sont en position supérieure seront amenés à vendre des actifs pour redistribuer les cartes. C'est ça la clé du remède contre la vie chère. Alors j'aimerais qu'on aborde un autre point, Christophe Girardier, c'est ce qu'on appelle les marges arrière. Vous n'êtes pas le seul à en parler, ça fait maintenant quelques années, on va dire, que cette expression revient sur le devant de la table dès qu'on parle du sujet de la vie chère. Des marges importantes qui sont prises du coup par les distributeurs qui peuvent aller de 5 à 25% du chiffre d'affaires. Expliquez-nous déjà, c'est quoi une marge arrière ? Alors ça, c'est très important comme question parce que souvent, beaucoup en parlent, mais ne savent pas de quoi on parle. Alors d'abord, il faut expliquer à vos auditeurs, avant de parler de marge arrière, on va parler de marge avant. La marge avant, tout le monde la connaît. Vous êtes c'est le principe du commerce. J'achète un produit pour le revendre. Donc, je l'achète à un prix X et je vais mettre ma marge pour le vendre à un prix X plus Y, Y étant ma marge. Ça, c'est la marge avant. Et ça, c'est tout à fait naturel. Dans la marge avant, on met sa marge pour justifier du fait que vous êtes un commerçant, vous avez un magasin, et donc évidemment, vous devez vendre plus cher que ce que vous avez acheté. Ça, c'est la marge avant. Mais les acteurs de distribution généraliste, alors ça vient pas des Outre-mer, c'est le principe même de la distribution généraliste. La grande distribution, les grandes surfaces, ont inventé une marge arrière. Alors qu'est-ce que c'est que la marge arrière ? Eh bien, c'est le fait pour un distributeur, je dis bien un distributeur, de demander à son fournisseur une partie du chiffre d'affaires qu'il va réaliser avec lui, qu'il va lui faire payer. On appelle ça les marges arrière conditionnelles, c'est-à-dire qu'il va dire, voilà, moi j'ai fait tel chiffre d'affaires, j'ai dépassé des objectifs, et donc j'ai droit à une quote-part du chiffre d'affaires qui m'est restituée, moi le distributeur. Ça, c'est la marge arrière conditionnelle. Puis il y a une deuxième marge arrière, qui est la marge arrière au titre de la coopération commerciale. Quand vous êtes dans un hypermarché, vous avez ce qu'on appelle les têtes de gondole.
eh bien, les têtes de gondole, les industriels les payent pour être sur la tête de gondole. Typiquement, vous êtes, je ne sais pas moi, prompteur et vous avez des produits d'entretien de la maison. Vous voulez qu'ils soient mis en valeur, ben vous allez payer pour ça. Oui. Donc, ce sont des marges. Vous allez recevoir une facture du distributeur qui vous demande de l'argent pour faire ça. Tout ceci est naturel. Mais là où ça pose problème, c'est quand ces marges arrière, elles sont notamment le fruit d'une négociation entre le fournisseur et le distributeur. Là, pour le coup, j'arrive pas à voir le lien en fait entre ces marges arrière et la cherté de la vie. En fait, le fait qu'à la fin, il y aura une différence de prix. Eh ben, je vais vous l'expliquer. Vous avez raison de me poser la question. Quand vous êtes en position dominante, ces marges arrière, c'est normalement le fruit d'une négociation entre le fournisseur et le distributeur. Mais quand vous avez une part de marché dominante, 30, 40%, il n'y a plus de négociation parce que vous imaginez bien qu'un fournisseur local qui a une telle dépendance au distributeur, c'est pas lui qui va fixer les objectifs, c'est le distributeur qui va fixer ses objectifs et le fournisseur aura peu de marge de manœuvre pour négocier ces marges arrière. Donc on va lui imposer des marges arrière importantes, très importantes. D'accord. Et alors, quel est le lien avec la vie chère? Ce système où le distributeur demande des marges arrière souvent excessives, il n'y a pas d'équilibre à la négociation. Qu'est-ce que doit faire le fournisseur? Eh bien, il augmente son prix pour payer les marges arrière. Et on est dans un modèle, si vous voulez, inflationniste, qui fait que le fournisseur anticipe les marges arrière, augmente son prix. Les marges arrière sont notamment un effort du fournisseur qui devrait être redistribué aux consommateurs. Et en fait, c'est pas le cas. Les marges arrière sont très rarement redistribuées aux consommateurs. Et vous voyez que vous avez un effet inflationniste du concept des marges arrière qui contribue très largement aussi à la vie chère. Et il faudrait, d'après vous, du coup, que les distributeurs soient beaucoup plus transparents en fait sur ces marges, en les faisant apparaître, par exemple, sur les tickets de caisse, c'est bien ça, pour que le consommateur à la fin sache en fait où part son argent. En fait, moi, je propose 3 choses. 1, la transparence, parce que souvent les distributeurs regorgent de créativité. Normalement, la marge arrière, elle est donnée au distributeur dans le cadre de la vente d'un produit. Oui. Donc, elle devrait apparaître sur la facture du fournisseur. C'est pas le cas. En général, la marge arrière, elle est refacturée par le distributeur qui a une structure d'achat et ces marges arrière s'échappent et on les voit plus. Donc, d'abord, la transparence. Deuxième principe. Moi, je considère qu'il faudrait que ces marges arrière soient pas excessives, donc il faut les encadrer, il faut pas les interdire, il faut les encadrer. Mais surtout, il faut faire en sorte qu'une part significative soit redistribuée dans le prix de vente au consommateur, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. La marge arrière est souvent une marge qui n'apparaît nulle part dans les comptes du magasin. Souvent, les distributeurs vous disent « Oh, mais moi, je fais une petite marge », mais ils oublient la marge arrière qui est logée dans d'autres filiales d'achat. Parce que dans le groupe Ayotte, vous avez plusieurs centrales d'achat qui elles-mêmes achètent les produits et les revendent aux filiales qui gèrent les magasins. Et c'est tout ce jeu opaque où la marge arrière est très rarement redistribuée aux consommateurs. En ajoutant en plus le fait que les fournisseurs sont contraints d'augmenter leur prix pour payer la marge arrière. Mais au profit de qui? Souvent du distributeur, pas du consommateur. Autre question, mais qui a un lien finalement avec ce que vous avez commencé à nous dire, Christophe Girardi, c'est ce qui concerne le contrôle. Donc la transparence des comptes, les obligations de déclarer son chiffre d'affaires et ses marges. Il y a déjà des institutions qui existent avec les OPMR, donc Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les Outre-mer, sauf que, et c'est ce que vous expliquez, des OPMR qui n'ont ni les moyens premièrement, et deuxièmement, pas de véritable indépendance par rapport au préfet et aux services de l'État. Il faut, je vous cite, couper le cordon ombilical avec l'État. Tant que ce point-là ne changera pas, Christophe Girardi, le reste ne suivra pas pour avoir un contrôle efficace et efficient. Alors oui, absolument. Mais il faut aller plus loin que ça. Alors d'abord, parlons, pour répondre à votre question, les OPMR. Donc les OPMR, ce sont des organismes qui sont intéressants, mais qui n'ont aujourd'hui aucune reconnaissance légale. C'est-à-dire l'OPMR est un espèce d'office, un observatoire, mais qui n'a pas de personnalité morale. C'est pas une agence, c'est pas un établissement public, c'est pas grand-chose. Le législateur a pris là une très bonne idée. Il avait bien précisé que les OPMR sont présidés par un magistrat de la Cour des comptes. Et c'était ça l'indépendance. Le problème, c'est que les OPMR sont forcément présidés par un magistrat de la Cour des comptes nommé territoire par territoire, mais le problème, c'est que souvent, le budget qui n'est pas déterminé de l'OPMR, c'est la préfecture qui le gère. Et souvent, ça échappe au président de l'OPMR. Et globalement, c'est le préfet qui accorde ses crédits et donc les contrôle souvent. Donc,
couper le cordon ombilical, il faut faire en sorte que les OPMR, comme le législateur l'avait prévu au tout début, soient vraiment indépendants de l'État, pour qu'il y ait vraiment dans ces OPMR d'abord des moyens d'agir. Alors j'ai beau de le dire parce que moi ce sont les OPMR qui m'ont commandé ces rapports, mais souvent avec des budgets extrêmement limités et peu de moyens. Peu de moyens d'enquête. Et puis surtout pas de pouvoir d'enquête. Moi quand j'étais mandaté par l'OPMR de La Réunion ou de Mayotte, j'interrogeais les acteurs, mais je n'avais pas de... Qu'est-ce que c'est que des pouvoirs d'enquête? Par exemple, la DGCCRF, quand elle vous demande vos comptes, vous devez le lui donner, sinon vous pouvez être condamné pour ne pas l'avoir fait. Les OPMR ne font qu'une demande sans que ce soit une obligation. Donc il faut donner des pouvoirs d'enquête aux verts, il faut les doter d'une personnalité morale, et il faut aussi et surtout leur donner des budgets. Mais il faut aller plus loin. Les OPMR, qui sont des structures intéressantes, qui sont là pour informer le consommateur, mais également les pouvoirs publics, moi, je propose la création d'une section de l'autorité de la concurrence qui existe déjà, qui est cette autorité qui a pris des mesures invraisemblables sur des autorisations au niveau je parlais tout à l'heure de cette opération d'achat par un groupe déjà dominant du numéro 1 de la distribution à La Réunion, qui lui a donné un pouvoir de marché encore plus grand. Pour éviter ce genre de ce qu'on pourrait qualifier d'erreur, voire d'abus de droit, si j'ose dire, ou d'ignorance du droit de la concurrence, il faut créer une section outre-mer de l'autorité de la concurrence dotée de pouvoirs propres qui pourra demander toute information pour justement faire chaque année une étude des parts de marché sur les différents secteurs pour contrôler cette limite que je propose à 25%. Autrement dit, il faut une section outre-mer basée à Paris, mais qui compte dans son collège d'experts 2 représentants de chaque territoire d'outre-mer pour que cette section soit compétente pour prendre en compte des spécificités de l'outre-mer dans les opérations de concentration et qui doit avoir des pouvoirs d'injonction structurelle, c'est-à-dire vous avez dépassé les 25%, vous devez réduire votre part de marché par la vente d'actifs. Christophe Girardier, autant, donc il ne faut pas sur simplement agir sur les OPMR. Autant sur les moyens des OPMR, je pense que n'importe quelle personne qui vous écoutera comprendra que ils doivent avoir suffisamment de fonds pour mener un travail efficace. Mais sur la dépendance au service de l'État et aux préfectures, j'aimerais revenir un petit peu sur ce point-là pour qu'on comprenne finalement en quoi ce lien OPMR-préfecture peut avoir une incidence en fait sur le travail qui est mené. Eh bien, écoutez, je vais vous donner, ne soyons pas dans la langue de bois, ne serait-ce que par la pertinence de vos questions. Moi, j'ai rendu à peu près 5 rapports pour l'OPMR de La Réunion et l'OPMR de Mayotte, mais à La Réunion, j'ai dû subir des pressions importantes. J'ai fait 2 rapports sur le rachat par le groupe GBH de Vendémia. Un premier rapport où le président de l'OPMR de La Réunion me demandait une analyse d'impact de cette opération. Ma conclusion était de ne pas recommander l'autorisation de ces opérations. Et ensuite, on m'a confié, 2 ans plus tard, une analyse puisque l'opération a finalement été autorisée, malgré mon rapport, de la réalité. Dans ces 2 rapports, c'était un sujet assez délicat. Il est clair que la décision de l'autorité de la concurrence, rappelons que l'autorité de la concurrence est une structure qui dépend du ministère de l'économie, et qu'à cette époque, on peut considérer que la décision de l'autorité de la concurrence était une décision d'ordre politique, et vous comprenez bien que ce n'était pas simple pour moi de faire mon travail. Et donc, s'il n'y avait pas eu l'indépendance du président de l'OPMR, j'aurais eu du mal à rendre mon rapport. Donc, voilà un exemple qui montre qu'il ne faut pas que l'État, représenté par le préfet, puisse interagir pour, par exemple, orienter certains rapports, voire même faire en sorte que des rapports ne se fassent pas. Il faut que les OPMR aient la liberté de choisir le thème et le type de rapport qu'ils veulent rendre. Si on regarde bien, interrogez-vous, il y a un OPMR à la Guyane, depuis quand ne s'est-il pas réuni? Normalement, les OPMR doivent se réunir régulièrement et faire des rapports. Vous voyez, aux Antilles, j'avais posé la question de savoir depuis quand l'OPMR de la Martinique avait été réuni. C'était de plusieurs années. Vous voyez. Donc, pour répondre à votre question, oui, l'État peut parfois avoir intérêt à faire des rapports et pas d'autres. Dernière question, Christophe Girardier. Je le disais tout à l'heure, vous avez été auditionné donc par la délégation sénatoriale au Sénat il y a quelques mois. En ce moment, il y a une loi qui est en préparation justement sur le sujet de la vie chère. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques semaines le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Est-ce que vous avez bon espoir que
précisément le politique, le législateur, arrive à mettre sur pied un véritable arsenal législatif qui arrive à vraiment changer la donne? Alors écoutez, la réponse c'est oui, j'ai beaucoup d'espoir pour plusieurs raisons. D'abord, je voudrais relire la phrase que le ministre a fixée pour l'objectif de cette loi qu'il promet avant l'été. Il a expliqué que cette loi doit être, je cite le ministre Manuel Valls, un plan de bataille complet et structurel qui s'attaque méthodiquement à tous les facteurs expliquant la cherté de la vie. Je trouve ça très bien. Le ministre a raison d'avoir une telle ambition. Toute la question, c'est va-t-il se donner les moyens de le faire? Et pour moi, le fait de fixer des parts de marché maximum, de mettre fin aux structures conglomérales, d'encadrer les marges arrière, de limiter l'implantation des grandes surfaces, ces éléments sont absolument essentiels pour parvenir à cet objectif. Donc, suis-je optimiste? Oui, parce que le ministre fixe un objectif et une ambition claire. Je voudrais aussi dire que les parlementaires ultramarins se sont mobilisés. Il y a une loi qui a été adoptée, hélas, qu'en première lecture, il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, à l'initiative de députés de la Martinique et de la Réunion. Ce sujet de la vie chère devrait réunir tous les partis politiques. Tous les partis politiques. Et je pense qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale si tous les élus de l'outre-mer s'unissent. Imaginons un grand protocole qui pourrait se faire en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, où tous les élus parlementaires, comment dirais-je, exécutifs locaux exigeraient ces mesures. Je pense que le ministre actuel a les moyens de faire voter ces lois qui proclamerait un changement de paradigme qui rebattrait les cartes de l'économie ultramarine pour mettre un terme aux effets de ces économies de comptoir. Christophe Girardier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à ces rapports dont on parle depuis tout à l'heure et que vous avez écrits depuis ces dernières années sur la question de la vie chère. Ils sont accessibles en ligne pour tout le monde? Ils sont accessibles sur le site de l'OPMR de La Réunion. Alors malheureusement, l'OPMR de Mayotte n'a pas de site internet, ceci explique cela. Ouais. Mais je pourrais les fournir à votre rédaction par égard pour votre intérêt sur ces sujets. Donc dites à vos auditeurs que je peux les fournir à votre radio pour que vous les fournissiez à qui souhaite les avoir. Ils sont publics. Le message est passé. Merci beaucoup Christophe Girardier. Très bonne journée.